C'est mes clients les plus conservateurs sont les clients qui prennent le plus de risques, en parenthèse, dans leur investissement, qui ont le profil d'investisseur le plus agressif. C'est mes clients les plus conservateurs. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, bonjour, bienvenue à l'épisode 131 du podcast Indépendance financière et hypothèque. Donc, cette semaine, un épisode super intéressant que j'ai enregistré avec Pascal Léger. OK, on a eu plusieurs sujets. On va parler de placement. Donc, est-ce que présentement, dans votre situation financière, vos placements, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que votre tolérance de risque, votre profil d'investisseur, est-ce que vos cotisations, REER, CELI, CELIAP, est-ce que tout ça est en ordre? Parce que vers la fin de l'année, possible qu'il y ait certains moves qu'on puisse faire pour optimiser notre situation. On parle de ça avec Pascal cette semaine, donc surtout les différents régimes enregistrés, les dates, les particularités. On va parler aussi beaucoup de tolérance de risque, de profil d'investisseur. Donc, est-ce que vous avez des placements en ce moment? Puis, ça fait longtemps que ça roule, vous y pensez pas trop? Ou est-ce que ces placements-là peut-être vous inquiètent? Ça vous stresse de savoir s'il y a un crash qui s'en vient? Ou peut-être qu'au contraire, c'est des placements super, super sécuritaires, puis vous vous dites, peut-être que je devrais faire d'autres choses avec ces placements-là. Bien, ça a tout rapport avec votre tolérance au risque, avec votre profil d'investisseur, avec la conversation que j'ai eue avec Pascal Léger aujourd'hui. Pascal est conseiller représentant en épargne collective. On va regarder tous les aspects qui entourent notre tolérance de risque, notre profil d'investisseur. C'est quelque chose qu'on devrait réviser sur une base régulière. Si on est investisseur autonome, il faut un petit peu le faire soi-même. Ou si on va voir notre conseiller financier, ça va être lui qui va réviser ça avec nous. Mais avec l'épisode d'aujourd'hui, vous allez avoir des informations précises, des cas d'exemple de personnes qui justement n'ont pas fait la révision de leur profil d'investisseur et des conséquences que ça peut avoir. Avec Pascal aussi, on va parler de manœuvre Smith et on fournit ensemble un service, Pascal et moi, d'accompagnement complet. Donc, je peux m'occuper du volet de la structure, de la manœuvre Smith en place, les comptes, l'hypothèque et avec Pascal, on peut faire le volet placement. Donc, vous pouvez avoir une solution complète en venant me voir et après ça, on peut aller voir Pascal pour le volet placement dans un compte non enregistré. Donc, on parle de tout ça à la fin de notre entrevue ensemble. Je vous laisse là-dessus ma conversation avec Pascal Léger. Je vous dis bon épisode et à bientôt. Je suis avec Pascal Léger. Pascal est conseiller financier représentant en épargne collective chez Peak. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, Frédéric, toi? Ça va très bien, merci. Excellent. Très Merci de content. l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. Bien content de te parler. Ce matin, ça fait un petit bout qu'on avait enregistré un podcast ensemble. On était dû. Ce matin, donc, on a en gros 3 sujets. On va parler un petit peu de la gestion de la fin d'année. Petite checklist à avoir avant que l'année termine, côté finances personnelles, côté placement. Ensuite, on va parler de tolérance de risque. Puis finalement, on va parler un petit peu de manœuvre Smith et de placement lié à la manœuvre Smith. Je te laisse commencer, Pascal. Ça serait quoi un checklist là, intéressant à la fin d'année? Oui, à la fin de l'année, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est le temps de faire nos cadeaux, mais en même temps aussi passer à nos comptes enregistrés du gouvernement. Donc, juste passer au travers du CELI, REER, CELIAP, REE et REI. Donc, la date limite pour certains comptes, c'est le 31 décembre, soit le REE, le REI et le CELIAP. Donc, juste passer au travail rapidement. Là. Donc, si vous avez ouvert un CELIAP en 2025, l'année prochaine, vous avez le droit à 16 000. Par contre, c'est le maximum que vous pouvez cotiser au CELIAP. Donc, ça peut être intéressant de le cotiser. Vous avez le droit à la déduction d'impôt si vous le cotisez avant le 31 décembre pour 2025.
Donc, je pense que ça va être très intéressant de cotiser au CELIAP avant la fin de l'année. Par la suite, vous avez le REA, le régime enregistré d'épargne études. Ça aussi, c'est le 31 décembre. Ça peut être intéressant parce qu'on peut rattraper des années antérieures. Le maximum, c'est 2 500 pour le 500 de subvention. Au Québec, vous êtes chanceux, vous avez droit un petit peu plus. Vous avez un 10 additionnel. Donc, vous pouvez cotiser 5 000 pour recevoir les subventions antérieures. Donc, souvent, les clients, là, leurs enfants ils ont maintenant 10 ans. Là, ça commence à être l'âge limite là, pour aller rattraper le 7 200 de subvention fédérale maximale. Donc, 31 décembre, ça s'en vient vite. Faites vos cotisations REA. Puis, la même chose pour le REI aussi, pour le régime enregistré d'épargne à validité. On a le droit de cotiser jusqu'au 31 décembre. Puis, il y a des maximums de subventions aussi. Ça, je les connais un petit peu moins par cœur là, parce que ça dépend un peu de votre revenu. Donc, des fois, c'est du 1 pour 1, des fois, c'est du 3 pour 1. Mais je sais qu'il y a beaucoup de subventions à aller chercher sur la table pour le REI. Là. Donc, ça, c'est les 3 comptes là, pour le 31 décembre. Sinon, il y a le CELI et le REER qui sont nos 2 comptes préférés. Le REER, on a jusqu'au 1er mars 2026 pour avoir la déduction d'impôt pour l'année fiscale 2025. Vous avez le droit de cotiser au REER avant le début janvier, février. J'ai toujours mes clients, là, il arrive le mois de février, il reste une semaine. Peux-tu m'ouvrir un REER puis tu cotiser? Est-ce qu'on peut se prendre un petit peu d'avance? Ça serait plaisant. On a le droit de cotiser toute l'année au REER. Là. Comme on dirait qu'on ne parle jamais du REER avant ce temps-là. Donc, votre espace, c'est différent puis c'est cumulatif. Chacun, là, c'est 18 de notre revenu, c'est additionné. Puis la dernière chose, c'est le CELI qui est mon compte préféré. On n'a pas de date limite. Puis l'année prochaine, on va avoir le droit à un autre 7 000 pour 2026. Malheureusement, on n'a pas eu le droit à 7 500. L'inflation n'est pas assez élevé. Ça va avec l'inflation. Donc, ça les comptes enregistrés, puis leur limite, puis la date. Je sais pas, ça a des points à rajouter, Frédéric, là-dessus. Non, mais je pourrais peut-être faire un petit recap là, de la façon que je l'ai compris. Donc, CELIAP, on a jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pour avoir le droit de réduire notre revenu imposable. Il faut absolument que ce soit fait avant le 31 décembre si on veut cotiser à notre CELIAP. Puis, pour l'année 2025, aller chercher la déduction d'impôt. Exact. C'est ça, c'est pas comme. Le CELIAP, c'est un peu comme le REER, mais c'est pas comme le REER pour ce qui est de la date de cotisation. Vrai, donc, celui-là, il faut faire attention. REEE, oui, ça va, c'est ça. On peut aller chercher, si on veut faire du rattrapage, ça va jusqu'à 2 500 par année. 5 000 pour l'année au complet si jamais il y a du rattrapage à faire. Exactement, ouais. Exact. Puis l'autre, le REEI, celui-là, je le connais moins. Peut-être le CELI, ce que je dirais aussi, c'est que si on a retiré, par exemple, de notre CELI en 2025, puis qu'on veut le remettre, ben passé le 31 décembre, on va pouvoir le remettre parce qu'il faut faire attention. Si on le retire, on ne peut pas le remettre dans la même année. Sinon, ça se peut qu'on dépasse notre plafond de cotisation. Hein. Ça, le gouvernement prend comme une photo. Et puis, la photo se reset juste au 1er janvier. Donc, si on retire et qu'on remet dans la même année, ça pourrait faire dépasser nos cotisations, entraîner des pénalités. Exact. Hey, tu as même un bon point que le CELI. On peut parler de stratégie avec ça, mais exemple, tu as un projet d'acheter une voiture, tu as un projet de rénovation. Des fois, à la retraite, les gens ont des comptes non enregistrés, ils ont leur CELI maximisé, bien sûr. Puis là, ils ont un projet d'achat de l'année prochaine ou un voyage, un gros voyage. Bien là, ils peuvent décaisser leur CELI. L'année prochaine, en 2026, on va pouvoir recotiser avec le non enregistré ou dépendant s'ils ont besoin de faire du gain en capital ou non, dépendant où ils sont rendus. Puis en même temps, ça peut être intéressant pour les gens de notre âge aussi qui disent on a maximisé notre CELI. Moi, je n'ai pas maximisé mon REER, mais je me dis est-ce que je pourrais peut-être retirer mon CELI, exemple, à un 10, 20, 30 000, puis aller cotiser à mon REER. Puis l'année prochaine, je vais être capable de continuer à maximiser mon CELI pendant le courant de l'année. Puis je vais avoir tout de suite ma déduction d'impôt, que je vais avoir mon retour d'impôt ou moins de factures fiscales l'année prochaine. Ça peut être intéressant de jouer avec ça aussi, là, vu qu'on. C'est un moment intéressant là, les dernières semaines. On peut peut-être faire une transaction dans la minute là, sur le CELI. Oui. Puis, pour vous donner un autre exemple, je pourrais utiliser ma situation personnelle en 2025. Moi, j'ai acheté une maison. Oui, c'est vrai. Puis, j'avais pas tout à fait vendu. En fait, j'ai acheté avant de vendre. Donc là, j'avais besoin de liquidité. J'ai vidé mon CELI. J'ai retiré quelque chose comme 270 000 de mon CELI pour acheter ma maison. Mais là maintenant, j'ai vendu mon condo. Donc là, j'ai récupéré l'argent. Sauf que là, il faut que j'attende au 1er janvier avant de le remettre. T'attends au 1er janvier. Oui, c'est ça. Donc là, l'argent est mis de côté.
Il y en a une partie aussi qui est partie parce que ma maison, elle coûtait plus cher que, que mon condo. Il y a une partie qui est partie dans les électroménagers, les nouveaux meubles, c'est ça. Plus d'espace, plus de meubles à acheter, etc. Mais c'est correct. Inquiétez-vous pas, il en reste un peu là, pour que je puisse remettre dans mon Ça, c'est intéressant. dans Puis là, mon tu vas avoir ci- un dans mon bon espace de limite série. Fait que là, exemple, si tu es prêt à Ouais. maximiser, tu vas avoir tellement d'espace. C'est tellement intéressant Oui, pour cette puis après ça, flexibilité-là. c'est ça qui est le fun. Les gens peut-être le savent pas que le CELI, justement, on peut retirer et on peut remettre. C'est pas comme le REER. Une fois qu'on retire du REER, c'est fini. On peut pas le remettre dedans. Plus tard, on perd l'espace, finalement. Mais le CELI, c'est pas comme ça. Tu as le droit de le remettre. Il faut juste attendre à l'année suivante, le temps que le calcul se fasse là, au niveau du gouvernement. Absolument. Ah, ça, c'est tellement un bon point. Puis c'est fou, la flexibilité du CELI. C'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est que le REER, on dirait que c'est un outil tellement bien aussi, là, fiscalement, mais il reste qu'on dirait que tu investis long terme pour ta retraite, puis c'est moins de flexibilité, qui peut être une bonne chose pour certains, là, que je remarque. Là, que des fois, il y a des gens qui investissent dans leur CELI, puis là, hop, ils ont toujours un projet qui s'en vient, fait que finalement, ils décaissent tout le temps. Puis le REER, moi, je l'ai là un peu. Mais pour un projet d'achat de maison comme tu as fait, c'est super pertinent puis intéressant. Là. Good. Excellent. Good. Puis peut-être le CELIAP, moi j'ai eu quelques questions des clients qui achetaient justement au début de l'année 2026. Puis là, Oui. il me posaient la question sur le CELIAP. Bien, évidemment, il faut que la cotisation soit faite avant le 31 décembre quand on va faire notre déclaration d'impôt 2025 Oui. pour que ça compte. Mais on peut cotiser, si notre achat est en 2026, on peut cotiser aussi pour l'année 2026. Et c'est une très bonne idée de le faire parce que pour, après ça, notre déclaration d'impôt 2026, bien, on va avoir un 8 000 de plus qu'on pourra réduire de notre revenu imposable. Donc, c'est liable. Pour ceux qui achètent en début d'année, là, 2026, ben, on va pouvoir faire une autre cotisation. Là. Absolument. Puis c'est liable que je trouve tellement fou. S'il n'y a pas de minimum de temps que l'argent doit être au CELIAP, ça m'étonne que le gouvernement n'ait pas rien mis en place pour dire comme le REER, parce on dirait qu'on joue un petit peu avec ça. Là. Hey, tu peux mettre l'argent une journée, tu le décaisses du CELIAP, tu as droit à ta déduction d'impôt. J'ai des clients aussi dans la même situation que toi qui achètent l'année prochaine. Ils ont l'argent dans leur compte de banque, mais ils disent je ne suis pas à l'aise de mettre cet argent-là dans le CELIAP plus longtemps. Ils vont le mettre dernière semaine de décembre, ils vont maximiser leur CELIAP. Première semaine de janvier, ils vont finir la nouvelle cotisation CELIAP, puis ils vont le décaisser pratiquement la même semaine. L'argent, il n'y a pas de minimum de 90 jours comme le REER pour le faire. Moi, je trouve ça fait juste pas de sens comment le CELIAP est bon là, à ce niveau-là. Oui, laissez pas d'argent sur la table là, à ce niveau-là. Là, profitez-en là, du CELIAP. Si vous y avez accès, c'est votre première propriété. C'est juste une fois qu'on a droit à ça, une fois qu'on l'a acheté, notre propriété, c'est possible qu'on puisse le revoir plus tard si on est des années sans être propriétaire, mais... Exact. Et si tu l'as déjà utilisé une fois, tu peux plus Tu peux l'utiliser une fois dans ta vie, tu peux pas le refaire. Ah non, tu peux pas le refaire. Bon, ben voilà. Je pense que non. Ben Voilà. voilà. Le rap, tu peux le refaire une deuxième fois. OK. Mais le CELIAP, tu peux pas. Puis, non, c'est vraiment juste une fois. Puis, je pense que, mettons, tu n'as pas été propriétaire pendant 4 années. Par contre, tu as le droit au CELIAP, mais si tu l'as fait une fois dans ta vie, tu peux pas le faire. Tu peux pas le refaire. Ah, OK, je suis ça, comme c'est intéressant. 90% certain de cette information-là, mais je suis à pas mal vérifier. certain. À vérifier. Oui, ouais, exact. Super. Des vraiment bons points, Frédéric, que tu rajoutes là-dessus. Sinon, aujourd'hui, moi, je vais parler de tolérance de risque. Oui, allons-y, tolérance de risque. Parlons-en. Vas-y, je te laisse aller, Pascal. Absolument. Ben, j'aimerais ça que tu rajoutes aussi, parce que comme Oui. on s'est parlé un petit peu brièvement, comme toi, tu es investisseur autonome. En tant que conseiller, quand on suit le client, on regarde la tolérance de risque, le profil d'investisseur, on le révise souvent. Mais en tant qu'investisseur autonome, je pense que si tu es tout seul dans ce monde-là de l'investissement, il faut quand même que tu révises ton profil d'investisseur, ta tolérance de risque. Fait que je veux t'embarquer dans la discussion, tu dises un peu le côté investisseur autonome de la tolérance de risque. Allons-y avec les bases, là, Pascal. Pour ceux qui écoutent, peut-être que tolérance de risque, c'est un terme flou, profil d'investisseur. Est-ce qu'on peut revenir là, dans ton monde? C'est ça. Le profil d'investisseur, c'est quoi? Tolérance de risque, c'est quoi? Absolument. Ben, profil d'investisseur, nous, avec le conseil, on a un questionnaire profil d'investisseur. Vous pouvez en trouver un en ligne avec l'Autorité des marchés financiers. Vous pouvez le faire. C'est un petit questionnaire. Puis en gros, c'est qu'il y a 2 volets au questionnaire profil d'investisseur. Tu as la capacité à prendre du risque, puis tu as ta tolérance de risque. La tolérance de risque, c'est comme un personnel à chaque. Est-ce que je peux subir une bête? Quand je vois le marché boursier descendre, est-ce que ça me stresse? Est-ce que j'angoisse? Est-ce que je dors bien? Puis la capacité à prendre le risque, ça, c'est
logiquement, est-ce que tu peux en prendre du risque? C'est dans combien de temps ton horizon de placement, exemple, c'est 10 ans, ben, tu peux te permettre d'aller prendre des comptes de croissance. Est-ce que tu as une belle situation financière personnelle? Tu as de l'argent de côté, ton plan en 5 étapes, tu parles de fonds d'urgence, l'importance d'avoir une bonne base financière. Ben, ça, c'est la capacité à prendre du risque. Fait que quand tu as une bonne situation financière, Ouais. tu peux prendre du risque, mais il faut que tu sois capable de la tolérer Ben, aussi. la capacité, c'est un peu comme la capacité d'emprunt, là, j'imagine. Faut que tu regardes les revenus, tu regardes les obligations, les dépenses, les dettes existantes, puis là, ça dépend de l'espace financier que tu as. Donc, ta capacité du risque, plus qu'on a un bel espace financier entre nos revenus, nos dépenses, plus qu'on a une capacité, justement, au risque, j'imagine. Absolument, absolument. Puis c'est OK. ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'étais un nouveau conseiller. Puis c'est mes clients les plus conservateurs sont les clients qui prennent le plus de risques, entre parenthèses, dans leur investissement, qui ont le profil d'investisseur le plus agressif. C'est mes clients les plus conservateurs. C'est un peu bizarre à dire, là, c'est parce qu'ils sont tellement conservateurs dans leur situation financière, ils ne vont pas s'acheter le gros pick-up. Le F-150, c'est la voiture la plus vendue au Canada, j'ai entendu dire. Ça coûte hyper cher, mais ils ne vont pas s'acheter ça. Ils n'ont pas la maison à 1 million. Ils n'ont pas plein de dettes. Fait ils sont tellement conservateurs dans leur situation financière, ils économisent trop d'argent de côté. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Fait que là, ils peuvent se permettre du risque. On le sait, plus qu'on est riche, plus qu'on fait de rendement. Là, ça, c'est vrai par contre, parce qu'on peut se permettre plus de risques dans notre portefeuille ou plus de croissance, plus d'actions, plus de volatilité. Fait que Mhm. tu devrais aller chercher un peu plus de rendement que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas cette flexibilité-là. Là. Fait que, à mon avis, plus défensif, mais de l'autre côté, en investissement, ils sont plus agressifs parce qu'ils peuvent se le permettre. Ça, c'est la capacité à prendre ton risque dans le questionnaire profil investisseur. Si vous en faites un en ligne, vous allez avoir la capacité à prendre du risque, puis la tolérance de risque. Je pense qu'une chose à réviser fréquemment, là, quelque chose qui arrive dans notre vie, ou même le marché boursier est au sommet actuellement, est-ce que c'est un bon temps de réviser la tolérance du risque? Moi, je crois que oui. Souvent, ben, cette année, moi, je trouve que 2025, c'est tellement une année ordinaire, mais incroyable en ce moment parce qu'on a vécu tellement de choses. On a vécu une correction en avril. Ça n'a pas duré très longtemps, 2 mois, mais c'est quand même ordinaire. Puis ensuite, le marché boursier, j'ai regardé le S&P 500 avant le podcast, puis il était à plus 16%. Puis j'avais sorti des petites statistiques intéressantes. Euh, le S&P 500, qui est l'indice américain, les 500 plus grandes entreprises américaines, je pense que c'est 501, là, mais peu importe. Dans les derniers 50 ans, il y a eu 39 années positives dans les 50 dernières années. Fait 80% du temps, plus ou moins, le marché boursier, le S&P 500 est positif. Les autres indices, d'habitude, ils suivent proche. Puis dans ces années-là positives, j'ai demandé voir c'est quoi la statistique, la médiane de ces années positives-là, c'est 16%. Puis là, on est à 16% aujourd'hui, le positif de year-to-date. Donc, je trouve ça super intéressant. Fait que cette année, c'était une belle année normale d'investissement. Fait que si vous êtes senti de l'anxiété, potentiellement, vous prenez trop de risques dans votre portefeuille. Si vous êtes dit, ben, c'est pas super que ça a bien été, tout ça, ben, peut-être que vous êtes dans bonne tolérance de risque dans votre profil d'investisseur. C'est une année intéressante de réviser là, à la fin de l'année. Comment vous êtes ressenti? Est-ce que vous avez des moments où vous n'avez pas dormi? Ben, je pense que c'est le temps de revoir le tout en fin d'année. Là. Oui. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça d'être. Tu sais, c'est tellement important d'être à l'aise avec ses placements. Tu sais. Puis c'est souvent, bon, quand on ne comprend pas tous les marchés financiers ou qu'on s'y intéresse pas, peut-être que l'aspect de la volatilité, ça peut nous inquiéter en bout de ligne, mais c'est vraiment important d'être en confiance avec ses placements, de comprendre où est-ce que ça s'en va. C'est certain que quelqu'un qui investit tout en CPG, c'est dommage pour le rendement à long terme. Mathématiquement, ça va faire moins de rendement. Mais si ça nous aide à faire d'autres choses, à ne pas penser à notre portefeuille de placement, ça nous aide à mieux dormir. C'est ça, là, la paix financière, c'est extrêmement important. Extrêmement important, Ouais. définitivement. Je pense que c'est d'avoir un bon équilibre aussi. Tu parles de CPJ, tantôt on s'est parlé d'un cas, puis est-ce que je peux en parler un peu, là, le cas de ma cliente? Je ne sais pas si on a le temps, là, mais Ben oui, absolument. OK. Ben, c'est ça, c'est une cliente qui, en fait, elle travaille avec mon père, puis ça fait 25 ans qu'elle travaille avec mon père dans cette situation financière. Puis elle a une capacité à prendre du risque. Elle a une belle situation financière, pas de dette. Elle maximise son CELI à chaque année. Par contre, elle jure que par le CPJ. Elle peut pas, elle est une personne très conservateur dans sa situation financière, capacité à prendre du risque, mais encore là, son profil, sa tolérance de risque personnel n'est pas capable de le prendre. Elle a investi seulement dans les certificats de placement garanti, puis dans la moyenne des derniers 25 ans, là, on parle de 2, peut-être 3% de rendement.
Elle a toujours mis son 7 000 à chaque année. Puis je l'ai calculé, c'était à peu près ça que ça lui donnait comme 2 de rendement. Elle est rendue un portefeuille. Elle a 60 ans, puis elle a comme 240 000 au total dans toutes ses économies, qui est pas mal pantoute, là. C'est juste que si elle avait investi dans un portefeuille diversifié, elle aurait pris des actions, on va dire qu'elle aurait fait du 8. Son portefeuille, je l'ai calculé, c'est environ 600 000 qu'elle aurait eu de côté. Et tu te dis, écoute, elle a comme mangé un 360 000 de pertes parce qu'elle ne voulait pas le prendre. Elle n'était pas capable de le subir. Puis mon père a essayé dans le temps là, comme de l'investir dans un portefeuille diversifié. La seconde qu'il y avait une correction de 10 vends tout mon portefeuille, on en retourne dans le CPG. Puis c'est comme, ben voyons donc. Fait qu'il y a un risque à ne pas prendre de risque aussi. Fait que c'est bizarre à dire, là, mais quand tu ne prends pas de risque dans ton portefeuille d'investissement pour tes REER, on va dire qu'ils sont très long terme, tu te pénalises toi-même. Comme ça veut dire que tu vas peut-être devoir travailler plus longtemps. Est-ce que ta santé va te permettre d'aller travailler un 10 ans de plus? Parce qu'elle n'avait pas vraiment la prendre sa retraite et qu'elle va devoir travailler un petit peu plus longtemps. Là, elle est en santé, tout ça, c'est correct. Mais si elle n'avait pas été en santé, elle n'aurait pas pu travailler. Elle s'expose à un risque. Elle prend du risque à ne pas prendre de risque. Ouais. C'est un cas un peu spécial. C'est un peu extrême comme cas, mais c'est important d'en prendre un petit peu de risque dans nos portefeuilles d'investissement quand on peut se le permettre aussi, là. Ouais. À un certain âge, peut-être qu'on a vécu une situation où est-ce qu'on a eu un proche qui a perdu tout à la bourse. Là, ça se peut, là, le crash boursier de 2001, les technos, il est arrivé des choses, vraiment, puis même 2008. Puis ça se peut que notre passé fait en sorte que, c'est ça, on n'a plus aucune ouverture là, pour ça. Ben, coudonc, à ce moment-là, si on ne s'intéresse pas au marché boursier, au marché financier, puis à comprendre justement, ben c'est ça, c'est difficile de revenir en arrière. Donc à ce moment-là, ben, c'est notre travail, dans le fond, qui va rapporter notre bas de laine, qui va faire qu'on va accumuler une richesse. Peut-être notre maison qui a pris de la valeur. Hein. Ça reste une belle valeur. C'est probablement son meilleur rendement à cette dame-là, dans le fond, c'est sa maison payée. Parce que son argent qui a été dans les CPG, ça l'a perdu un peu de la valeur à cause de l'inflation. Mais la maison, l'immobilier, lui, a bien performé. Fait qu'au moins, il y a eu ça de son côté. Absolument. Non, c'est définitivement pas à plaindre. Elle a de l'argent de côté, puis tout ça, mais tu te dis, écoute, quand tu investis long terme, tu as une raison de placement, tu peux te permettre un portefeuille diversifié. Puis au pire, ça, c'est un de mes conseils. Je pense que j'en parle plus tard, là, mais je peux en parler tout de suite. Mais comme quand tu commences dans l'investissement, moi je dis dans mes nouveaux clients qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'expérience, on va faire ton questionnaire profil d'investisseur. Tu sors, par exemple, un profil, on va dire risque moyen. Prends un risque faible à moyen. Prends un petit peu moins risqué. Habitue-toi à vivre cette volatilité-là parce qu'on le sait, une correction annuelle, il y a toujours une correction dans le marché boursier. C'est très normal que le marché va perdre 10 de son sommet. C'est très, très, très normal. Donc, habitue-toi à vivre ça. Et éventuellement, avec l'expérience, puis le temps, quand tu vois ton portefeuille descendre d'un 1 000 d'un 10 000, peu importe, tu t'accoutumes à ça, tu viens habituer, tu dis, on a vécu X, Y, Z années dans le passé, ça va recontinuer comme ça, puis tu vas venir habituer, tu ne vas pas décaisser tes investissements. Parce qu'on dirait, quand tu commences mal, comme j'ai eu des nouveaux clients qui ont commencé en 2022, tu sais, ils ont investi en fin 2021, 2022, c'était une année horrible. Puis là, ils voient ça, puis ils sont comme, hey, je suis moins 10 ça ne fait pas d'argent dans le marché boursier. Fait que là, ils ne veulent plus investir dans le marché boursier. Puis j'en ai eu des nouveaux clients comme ça, c'était arrivé, là, c'était tellement malheureux, puis ils sont comme début vingtaine. Puis ils ont eu cette mauvaise expérience en partant. Puis là, ils ont comme acheté des CPG aussi. Puis là, au moins, ils ont gardé la moitié de leur portefeuille investi. Puis là, ils ont vu, OK, c'est revenu. Si j'avais juste resté investi, j'aurais fait bien plus d'argent. Fait que là, ils ont comme appris cette erreur-là. Puis, mais ouais, définitivement, il faut juste s'accoutumer. Fait que c'est ça. Mes clients conservateurs, ils prennent plus de risques. Ça, je trouve ça spécial aussi. Sinon, je ne sais pas si tu as fait le tour du profil d'investisseur. Tu dirais la capacité de tolérance de risque, pas mal le plus important. Mais toi, en tant que. Là, je te relance une question, mais toi, en tant qu'investisseur autonome, comment tu le révises puis comment tu décides, comme là, OK, je rebalance mon portefeuille plus conservateur ou est-ce que tu le révises une fois par année? C'est quoi exactement que tu fais comme en tant qu'investisseur autonome de ton côté, là? Oui, ben moi, l'approche standard, là, que il y a une règle du pouce là, qui dit tu peux mettre ton âge en obligation, Oui, en pourcentage. Donc, j'avoue que j'ai commencé plus à 20% obligations, 80% actions, puis qu'avec les années, ça n'a pas trop évolué. En fait, j'ai continué un petit peu avec cette allocation-là. OK.
J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, là, l'allocation d'actifs en termes d'obligations versus actions. C'est un peu comme ça qu'on balance un portefeuille. Tu sais, on pourrait faire 50-50, 50% actions, 50% obligations. La partie obligation, c'est la partie qui est stable, qui est un revenu fixe. La partie action est plus à risque, mais c'est elle qui, normalement, va faire que tu vas avoir du rendement. Exact. Donc oui, moi personnellement, oui, je le surveille ça, puis au fur et à mesure que je vieillis, là, je suis rendu à 44 ans, je m'enligne là comme maintenant ce que j'achète comme nouveau FNB dans mes placements maintenant, c'est des FNB d'allocation de type balancé, 60-40. Tu sais, mais j'ai conservé tous mes autres placements qui sont autour de 90-10, 80-20. Puis là, ben, plus que je vieillis, plus que je veux que ce soit stable. Aussi parce que avec la partie de mon entreprise, dans le fond, maintenant, je suis plus salarié. Maintenant, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise. Puis ça, je considère que c'est plus risqué. Donc, je veux enlever du risque au niveau de mes placements. Puis parce que j'en ai ajouté au niveau de mes revenus de travail. Parce que là, mes revenus sont plus constants. Okay. Donc, tu sais, j'y vais un petit peu aussi globalement comme ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, non, définitivement. Puis comme globalement, comme encore là, un autre point, j'ai une autre question. Tu dis globalement, mais est-ce que dans ton CELI, dans ton REER, exemple, tu as des comptes non enregistrés, est-ce que tu investis d'une différente façon aussi ou tu as tout le même portefeuille? Comment tu le perçois? Parce que moi, c'est quelque chose que comme j'essaie de... Des fois, le client il dit ben, le CELI est plus facilement accessible. Fait que souvent, on peut prendre un peu moins de risques à ce niveau-là. Dépendant du client. Là. Ensuite, le REER, on va prendre plus de risques. Toi, tu le fais comme ça aussi dans ton portefeuille? Ou... Ouais, le CELI, c'est dommage de mettre moins de risques dedans exact. Parce que l'avantage fiscal est tellement intéressant qu'on voudrait comme mettre 100% action. Mais moi, dans la pratique, parce que je veux vraiment aucun endettement, puis je veux comme m'assurer d'avoir ma paix financière. Quand j'ai besoin de l'argent, je vais souvent aller le prendre dans mon CELI, comme je vous expliquais au début de l'épisode. Dans le fond, comme cette année, j'ai acheté ma maison, j'ai retiré. Donc là, moi, maintenant, c'est sûr que le CELI, le REER, je vais m'enligner plus vers du 60-40. Puis oui, parfois, ça se peut que je le vende pour le remettre un peu plus tard. Je vais vouloir avoir un peu la même... tu sais, c'est ça, pour que ça soit pas trop compliqué d'être capable de bouger l'argent d'un endroit à l'autre. Je vais aller vers des portefeuilles, là, c'est ça, là, 60-40, puis d'avoir comme un seul fonds, parce que sinon, ça devient extrêmement... Imagine, dans mon CELI, en fait, avant de vendre cette année, j'avais un portefeuille de single stock. J'avais des actions sur le marché américain, canadien, puis là, ben c'est ça, j'étais pris avec ça, je savais pas comment comme liquider ça. Puis ben finalement, c'est ça, je les ai tout vendus. Puis j'ai dit, bon, ben là, prochainement, je vais arrêter de faire ça parce que c'est vraiment pas pratique. Puis je vais juste acheter des FNB indiciels à location d'actifs, puis d'attitude, là. Parce que j'ai plus besoin de, tu sais, je veux pas avoir tu sais, je veux être capable de bouger mon argent, avoir la flexibilité. Exact. Mais t'as bien fait quand même, là, on s'entend un CELI de 270 000. C'est pas très commun, là. Tu sais, ça l'arrive, là. À moins que tu l'as toujours maximisé, puis... t'as bien fait définitivement dans ton CELI, là, parce que là, ta limite, toi, c'est 102 000. Fait que tu l'as plus que doublé. Là, fait que t'as fait super bien. Oui, j'ai eu des bonnes années. En fait, j'ai pris des gros risques certaines années avec Shopify, entre autres, là, que je recommande pas de faire. J'ai fait des bons coups comme ça. Puis il y a d'autres fois que mon CELI était rendu comme à 500 000 à peu près. Puis parce que j'avais investi j'avais investi dans le marché Good Food. Puis là, j'en ai retiré un peu, mais pas assez. Puis là, ça a tombé à presque zéro, toute ma partie marché Good Food que j'avais. Fait que tu sais, j'ai fait des bons coups, des moins bons coups. En bout de ligne, je suis encore gagnant, là, mais c'est ça quand on joue avec le risque, là. Mais tu sais, quand j'ai fait ces petits moves-là, qui étaient vraiment des exceptions, là, parce que j'avais tout le temps la stabilité dans mes REER, après ça, dans mes fonds indiciels, tout ça, là, je vous partage, c'est ça, des bons, des mauvais coups que j'ai fait, des moves cow-boy un peu. Puis je suis plus du tout là-dedans. Là. Maintenant, je veux avoir comme un seul fonds. Puis, OK. Ouais. Et tu fais-tu la même chose dans ton REER? Est-ce que tu as la même répartition ou dans ton REER, là, tu dis plus long terme? Puis dans le REER, depuis le début, c'est tout en indiciel, allocation d'actifs, beaucoup plus stable. Tu sais, j'ai fait des petits moves comme ça avec mon CELI, là, mais sinon, ça a été l'exception. Là. Mais dans ton REER, es-tu 100% action croissance? Non, 80-20. 80-20, OK. 80-20. Puis maintenant, quand j'ajoute des nouveaux fonds, c'est du
c'est du 60-40 même. Même dans ton REER ou? Ouais, OK. ouais. C'est quoi, pourquoi dans ton REER, tu vas l'investir un autre, quoi, 20, peut-être 10 ans, 20 ans? Pourquoi t'es. Ouais, moi, tu vas penser le décaisser d'avant, mais c'est quoi ta stratégie? Ouais, Pourquoi? je sais pas quand est-ce que je vais le décaisser, quand est-ce que Et je vais le retirer. C'est ça. ça me sonne défensif un peu, 60-40 Ah pour un ouais, portefeuille ben peut-être écoute, derrière. c'est chacun Exact. sa, ouais, c'est ça, chacun sa tolérance de risque. Je veux pas, j'ai pas le goût que mon REER il baisse de Au fut. 20%, ouais, c'est ça en une OK. année, fait que puis ça pourrait même arriver, même avec la location que j'ai maintenant, mais c'est ça, je veux y aller plus défensif puis OK. avoir une stabilité de ce côté-là. Parce que Good. justement, je prends des risques avec mon entreprise, puis Absolument. Fait que t'as ouais, comme, c'est ça, ça, c'est une chose que tu as un bon point que tu emmènes. Il faut regarder notre portrait financier global aussi, comme est-ce ouais. que notre situation est à risque ou comment ça revient un peu à la tolérance de risque encore une fois, mais comme comment tu te situes par rapport à tout, puis là, tu combines ensemble Tu sais, si et mélanges tout. si j'avais un emploi garanti au gouvernement, tu sais, puis que ma paye, elle arrivait à chaque 2 semaines, la même, tu sais, puis Ouais. que j'avais comme aucun souci de ce côté-là. Mais là, maintenant, je suis courtier hypothécaire, j'ai des revenus qui arrivent sporadiquement selon le nombre d'hypothèques que je vais faire. Donc, c'est ça. C'est pour ça que là, je considère que c'est risqué, fait que je mets moins de risques à ce moment-là sur mes placements. OK. Non, c'est super intéressant. Tu m'avais juste donné des petits points comme des petits trucs pour l'investissement et la tolérance de risque aussi. Parce qu'en ce moment, on est au sommet des marchés boursiers. Donc, je sais que ça le stresse un peu mes clients en ce moment. On dirait que c'est plus ça la communication. Est-ce qu'on va vivre une correction en 2026? Probablement que oui, statistiquement parlant, il y a toujours une correction à chaque année. Puis ensuite, est-ce que 2026, on va vivre un crash boursier? Fait que j'ai quand même de l'anxiété de mes clients qui s'en viennent. Comme ils ont eu une belle année 2025, mais ils sont tout le temps nerveux pour 2026. Puis on le sait, quand on va sur YouTube ou même les podcasts, il y a un crash qui s'en vient en 2026. Il y a tant des gourous là, qui parlent de ça. Faut juste revenir aux statistiques qu'on a parlé tantôt. 80% du temps, on va vivre une autre année positive en 2026. Fait que moi, je vois avec les statistiques, je me dis, 2026, les chances sont que ça soit positif. Il n'y a pas de garantie, mais en même temps, il ne faut pas aller bêter sur le 20% que ça va être négatif. Là, ça serait complètement Ouais. illogique. Là. En même temps, Fait que, en même temps, il y a 100% de chances qu'il y ait un crash dans le futur. définitivement. Définitivement. C'est ça, mais on ne peut pas le timer, c'est ça la chose. C'est ça. Tu sais, il dit tout On le sait temps pas quand. time, C'est-tu dans time in the 10 ans? market, C'est-tu puis l'année timing. prochaine? Exactement. On ne sait pas. Exact. Fait que, garder les investissements. Un des points, je répétais tantôt, mais quand vous êtes nouveau dans l'investissement, peut-être être conservateur. Je ne vais pas me répéter. Puis ensuite, si vous êtes plus vieux dans l'investissement, ça fait longtemps, il n'est pas trop tard pour apprendre. Fait que je sais, dans le temps, ça, les fonds mutuels étaient très populaires, les fonds négociés en bourse, les FNB sont. C'est un peu ça fait un certain temps que c'est la nouvelle mode, mais ça peut être intéressant peut-être de changer vos portefeuilles. Ou si vous êtes comme la cliente que je parlais tantôt qui jure que par les CPG, gardez-vous un esprit ouvert à peut-être d'autres types d'investissements, un autre portefeuille, puis peut-être changer votre approche aussi. Là. Des fois, qu'est-ce que vous faisiez dans le passé, ça peut être modifié aussi dans le futur. Il faut être ouvert d'esprit. Puis les rendements historiques ne sont pas une garantie du futur aussi. Le S&P 500 a fait super bien. Est-ce qu'il va continuer à bien faire? Potentiellement que oui. Mais ça reste que, exemple, je sais que j'ai des clients qui ont commencé à me demander de l'investissement en or. Comme l'or a fait super bien en 2024, 2025, je pense que c'est le meilleur actif avec l'argent. Puis là, j'ai des clients qui me demandent est-ce que je peux investir dans l'or. Ça ne veut pas dire que ça l'a bien fait en 2024, 2025, que ça va bien faire en 2026. Est-ce que tu peux diversifier de un 5-10% de ton portefeuille? Peut-être, mais il ne faut pas changer. Il ne faut pas commencer à regarder le passé et les rendements antérieurs, passer d'imiter ça pour le futur. Ben, Fait que, pour moi, c'est de la spéculation. Que spéculation. ce soit Bitcoin, Ouais. or, tu sais, c'est parce que je comprends la rareté, là, mais tu sais, en bout de ligne, une entreprise qui offre un bien et un service, je veux dire, c'est dur à battre. Là. On achète vraiment quelque chose lorsqu'on achète des actions ou des obligations parce que ça, on a quelque chose de tangible en arrière. Tandis que ben, aller directement vers des métaux précieux, puis le Bitcoin, puis d'autres choses que c'est basé seulement sur justement ce que l'ensemble des investisseurs vont lui accorder comme valeur. Je trouve ça, moi, plus risqué. Est-ce Je trouve ça que très risqué, moi aussi, je sais. est-ce qu'on peut avoir une petite portion de notre portefeuille là-dedans juste pour se faire plaisir? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, en tout cas, j'en ai pas de ça. Je vais t'arrêter, moi aussi, j'en ai pas. Mais Puis en même temps, il y a certains portefeuilles qui mettent un peu de Bitcoin dans un petit peu de crypto dans les portefeuilles en tant que tels. Euh,
Mais c'est une question de comme moi, je dois acheter plus cher que l'autre, puis je dois vendre plus cher que l'autre pour faire du profit. Comme s'il C'est n'y a pas ça. de profit. C'est pas comme une entreprise qui dit il faut faire du profit, puis la valorisation va augmenter. Là, c'est plus qui va acheter plus cher que j'ai acheté. Fait que c'est l'offre et la demande à la fin de la journée. Mais je sais que l'or, c'est une valeur sécure qui est dans le temps, qui est prouvé. Fait qu'on dirait que certains clients sont vraiment stickés sur l'or. Surtout en ce moment, là, avec les rendements de fou qu'ils ont fait. Là. Sinon, c'était pas mal ça. Je pensais que je vais te donner un dernier point aussi. Le dernier point, c'était investir ou pas investir. Fait qu'en investissement, souvent, j'ai des clients, quand je rencontre, ils gardent l'argent de côté, puis ils disent, ah, je l'investis, je l'investis pas, on est au marché boursier, on est au sommet. Fait qu'il y a un peu de nervosité à ce niveau-là. Puis moi, qu'est-ce que je fais à mes clients? Ben, logiquement, on le sait, investir, le meilleur temps, c'était hier. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Mais aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'investissement en ce moment, avec les marchés qui sont au sommet, peut-être investir, exemple, plus dans les obligations ou un petit peu plus défensif dans vos actions ou garder peut-être un 10% en cash, puis le reste, investissez-les comme. Soyez pas tout en cash là, un certain temps. J'ai des clients qui sont vraiment sur le sideline, ils attendent toujours, ils investissent jamais, mais ils ont manqué 2024, ils ont manqué 2025, comme ils vont probablement manquer 2026. Fait un certain temps, investissez, puis gardez-vous un peu de cash, c'est correct. Si psychologiquement, Ouais. ça peut vous aider. Là, Ben oui, le fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Dans un compte épargne, il n'y a rien là. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Là. Il y en a qui crachent là-dessus, là, le fonds d'urgence dans un compte épargne, puis qui dit ah, voyons, Ouais. de l'argent qui dort, qui ne rapporte pas. Voyons, ben, c'est pas si fou que ça. Là. Je veux dire, le fonds d'urgence, c'est en cas d'urgence, ça nous aide à bien dormir. Puis s'il arrive quelque chose, tu n'as pas besoin de retirer de tes placements pour justement, quand tu avais une stratégie long terme avec tes placements, ben. Là, peut-être que pendant que c'est une urgence, peut-être que tes placements vont être au plus bas, parce qu'il va y avoir un crash. Donc là, ça ne sera pas le bon moment de retirer. Bon, donc c'est pas si fou que ça, là, d'avoir son fonds d'urgence. Puis après ça, ça nous aide à justement. Puis moi, je dis, l'investissement, c'est de le faire périodiquement. Au lieu d'attendre puis de mettre un gros montant d'un seul coup, on le découpe puis on le met périodiquement, c'est ça, on l'étale sur le long terme. Comme ça fait que c'est moins stressant, justement, d'investir quand on le fait petit peu par petit peu. Un petit peu comme la manœuvre Smith. La manœuvre Smith, c'est un Exact. peu ça, progressivement, petit à petit. À chaque paiement hypothécaire qu'on fait, on reprend notre équité remboursée puis on l'investit sur les marchés financiers. Absolument. Puis ça crée une bonne habitude financière aussi de juste pay yourself first, de mettre l'argent de côté pour toi. Puis c'est cette habitude-là qui va faire un impact marginal avec le temps. Là. Fait que c'est de prendre cette habitude-là, de dire OK, je me paye un petit peu. Souvent, on le sait comme moi, je l'ai dit, comme personnellement, j'ai pas de budget, fait que je travaille de cette façon-là. Je me paye en premier. Puis avec le temps, mon revenu augmente, fait que je vais en mettre de plus en plus de côté à chaque mois, à chaque année, j'en mets un petit peu plus. Mais je pense pas, le marché boursier, est-tu élevé en ce moment, il est-tu bas? Non, je me pose pas de questions, je fais juste l'investir à chaque mois. Ah, je reçois une commission, exemple, ben, je le mets de côté, puis that's it. Puis je pense que c'est de prendre cette habitude-là le plus tôt possible. Puis pas penser, OK, c'est-tu le bon temps à Exact. investir? Puis une chose, là, prenez votre application de stock, puis mettez-les sur 5 ans, 10 ans, ben, que tu as investi un mois d'avance, une semaine d'avance, ça fait tellement plus de différence dans 5-10 ans. Tu ne sauras même pas où tu as investi, puis c'est pas la fin Exact. du monde. Là. Exact. C'était mes petits points que je voulais discuter. Je sais que tu viens me parler un petit peu de la manœuvre Smith à la fin. Oui, donc c'est ça pour ce qui est de la tolérance au risque, puis un petit peu l'approche. Ben c'est bon, ça donne une idée c'est ça, aux auditeurs, j'espère, sur comment un petit peu approcher sa tolérance au risque, selon moi, pour s'enrichir. En premier, là, c'est notre travail, c'est la valeur qu'on crée pour la société, c'est de là que va partir notre richesse. Hein, il faut travailler, développer notre talent, aller chercher plus de revenus, puis après ça, ben, on peut le placer sur les marchés financiers, donc ça c'est un aspect, ou on peut faire des projets d'investissement, peut-être investir dans l'immobilier, ou est-ce que là, ça va être un peu plus actif, ça va dépendre un peu de nos actions, notre talent, ce qu'on développe comme expertise. Donc, c'est ça. Là, on a parlé beaucoup des marchés financiers, mais en bout de ligne, on n'est pas obligé de devenir des experts boursiers. Là, on peut juste aller voir notre conseiller financier, demander de placer ça avec notre profil d'investisseur, puis l'oublier là pendant plusieurs années jusqu'à temps qu'on en ait de besoin à notre retraite. Absolument. Oui, donc je voulais parler
de Manœuvre Smith, je vous rappelle un peu c'est quoi. C'est, supposons, quelqu'un qui a une maison, OK, qui a une valeur de 500 000 et on a un prêt hypothécaire, disons 300 000 OK? Donc, on a eu 200 000 de remboursés sur notre maison. C'est des chiffres arbitraires, là. Ça pourrait être 400 000 aussi, là, j'y vais avec 300 000. Supposons que vous avez votre hypothèque 300 000. Puis là, vous vous dites, ouais, mais là, j'ai de l'équité qui dort, le paiement, mon paiement hypothécaire, c'est quand même assez élevé, il m'en reste pas beaucoup. Est-ce que je devrais comme remettre ça sur 25 ans, puis au lieu prendre la différence puis investir ça ailleurs? Moi, la solution que je propose, moi, j'aime beaucoup l'idée de rembourser son prêt hypothécaire le plus rapidement possible pour éliminer ce paiement-là, se donner de l'espace financier, approcher de l'indépendance financière. Pour moi, une des solutions élégantes, c'est de dire on va progressivement transformer notre fameux 300 000 de dette qu'on a présentement, là, qui est non déductible d'impôt, ou l'intérêt est non déductible d'impôt, on va le transformer en dette qui est déductible d'impôt. On va, à chaque paiement, reprendre l'équité qu'on rembourse sur notre dette, puis on va l'investir sur un compte non enregistré. Et puis, c'est ce que la manœuvre Smith propose. Les Canadiens ont fait ça depuis longtemps, depuis les années 80. C'est une technique qui fonctionne, qui a été validée par les fiscalistes, par l'Agence de revenus du Canada, Revenu Québec. Puis, les professionnels accrédités en manœuvre de Smith, on peut vous aider à faire ça. Puis, avec Pascal, maintenant, moi, les gens qui m'approchent pour faire manœuvre Smith, si on veut de l'aide du côté des placements, je vais référer à quelqu'un comme Pascal qui peut aider justement à ouvrir le compte non enregistré, à bien isoler ses placements, le compte non enregistré. Parle-nous un peu, Pascal, de quelqu'un qui t'approche, qui veut commencer une manœuvre Smith, un peu comment que ça va se passer lors du premier rendez-vous, par exemple, là, qu'on prend avec OK. toi. Oui, absolument. C'est sûr, la Manœuvre Smith, c'est une excellente stratégie à payer plus vite son hypothèque, la transformer comme tu indiques. C'est certain que ça revient un petit peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui, la tolérance de risque, le profil investisseur. Fait que certain, lors de la première rencontre, c'est de comprendre un peu plus la situation du client, savoir est-ce qu'il peut. J'imagine il t'a déjà parlé, Frédéric, je suis certain que c'est un bon candidat, mais reste que c'est d'évaluer le risque du client, puis est-ce qu'il se sent à l'aise avec cette stratégie-là? C'est une stratégie, on s'entend, on peut pas faire la stratégie de dire on va essayer de faire un coup d'argent 1 an, 2 ans. La manœuvre Smith, moi, comment je le perçois, c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une stratégie de très long terme. Donc, il faut avoir cet horizon de placement à long terme-là. Il faut avoir la tolérance de risque parce qu'aussi, on emprunte de l'argent à la fin de la journée. Fait que, parce qu'on transforme notre hypothèque, mais on emprunte sur la marge hypothécaire. Ensuite, on investit. Donc là, il faut aller, en parenthèse, battre un rendement. Oui, qui est déductible d'impôt, l'intérêt, mais reste qu'on doit essayer de viser à faire plus que 4-5 de rendement. Donc là, on ne peut pas aller prendre la cliente qui est investie par les CPG, le certificat de placement garanti, ne peut pas se permettre cette manœuvre-là. Donc, il faut regarder, est-ce que tu es à l'aise avec le portefeuille diversifié? Donc, ce serait en première discussion, voir l'expérience du client aussi. Est-ce qu'il y a déjà de l'expérience dans les CELI, dans ses REER? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec tout ça? Ensuite, c'est certain que c'est un compte non enregistré, donc il va avoir un impact fiscal éventuel, soit les revenus qui sont causés par l'investissement. Donc, ça va être imposable. Mais aussi regarder les gains en capital futur. Quand on va arriver pour vendre cet investissement-là, il va y avoir du gain en capital, c'est certain. C'est de regarder aussi, comme tu parlais, la contamination des comptes. Donc, il faut vraiment que ça soit divisé, que ça soit segmenté, puis que ce soit facile à suivre. Si éventuellement, l'Agence du Revenu Canada revient, puis nous pose des questions, voir les transactions, les rapports de transactions. Il faut avoir tout en place pour segmenter ce type de stratégie-là. Je pense qu'il y a des types de placements aussi, où est-ce qu'il y a du retour de capital, par exemple, dans les distributions, où est-ce que ça ne fonctionnera pas, là. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on achète, ça va fonctionner pour déduire les intérêts. Absolument, absolument. Puis, je sais que dans notre équipe, moi et Gérald, dans le temps, je n'ai parlé un petit peu, je ne vais pas glisser trop longtemps, mais les prêts leviers, on a fait dans le passé, qui empruntaient pour investir. Puis, on a des clients qui servaient de leur investissement pour payer le prêt. Moi, je pense que la manœuvre Smith, il faut être à l'aise, soit que ça se paye par la marge de crédit, mais capable de faire les paiements aussi. S'il arrive de quoi, il faut être capable de supporter cette marge de crédit-là par nous-mêmes et non l'investissement. Donc, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que tu le présentes à tes clients ou
Est-ce que le... Oui, manœuvre Smith, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin non, de. Donc, on se sert vraiment du paiement hypothécaire. Donc, le montant qui OK. est remboursé, il y a une partie de tout ça qui, oui, va être investi, puis il y a une partie éventuellement de ce qui est remboursé sur le prêt hypothécaire qui sert à payer l'intérêt. Évidemment, il faut investir dans quelque chose qui va être assez rentable. Donc, le profil d'investisseur, si on est trop conservateur, on ne pourra pas faire manœuvre Smith. On ne fera juste pas la stratégie à ce moment-là. On doit avoir quelqu'un avec un profil d'investisseur qui est plus du côté du risque. Tu parlais tantôt 15, 10, 15 ans. Moi, je dirais minimum 15. 15, OK. Ouais, c'est ça. Quand on va comme se faire un horizon de temps, moi, les dossiers là, qu'on fait, souvent, on part à 20 ans. On se dit, OK, la stratégie, on va la faire sur 20 ans. On amortit le prêt sur 20 ans. Puis là, grâce au retour d'impôts qu'on va réinvestir aussi, qu'on peut repasser dans notre manœuvre Smith, on peut diminuer notre amortissement à 19, 18 ans. Puis évidemment, s'il y a une mise à part de l'argent, ça peut aller encore beaucoup plus vite. Mais tout ça pour qu'il y ait un portefeuille de placement qui, en tout temps, peut rembourser le prêt. OK? Donc, Exact. puis évidemment, il faut que ça soit investi. Donc, on va chercher un rendement minimum 7, 8 et plus. Absolument. Puis je me souviens, tu m'avais montré, tu avais un calculateur, puis c'est des auditeurs qui sont intéressés. Prenez rendez-vous avec Frédéric, il va vous montrer le calculateur, la courbe aussi, parce que, puis tu parles de 15 ans minimum, puis je pense que je suis d'accord avec ça, parce que, exemple, si on va vivre éventuellement une récession, une grosse correction, éventuellement, on ne sait pas quand, mais si ça arrive dans les premiers 5 ans, ben ça se peut que ton investissement soit plus faible que qu'est-ce que tu dois sur la marge hypothécaire à un certain temps. Fait faut que tu te prépares mentalement à ça aussi. Là. Éventuellement, ça se peut que ça arrive, c'est une possibilité. C'est sûr que sur 15 ans, on limite nos risques. Plus qu'on investit long terme, on s'entend que le Ouais. risque il diminue, il diminue, puis il diminue. Mais sur le court terme, il faut te préparer mentalement à ça. Puis c'est pas tout le monde qui. Moi, je pense qu'il faut que tu aies une expérience en investissement, fait que soit CELI, soit REER. Tu as vécu déjà une correction boursière, une récession, peut-être tu as vécu 2020, c'était pas très drastique, on s'entend pas. Le marché a tombé et est revenu super rapidement, mais il faut avoir un petit peu d'expérience dans l'investissement pour faire ce type de stratégie-là. Là. Oui, absolument. Moi, je vais pas de l'avant là, avec les gens qui n'ont pas d'expérience en investissement. D'habitude, les gens qui m'approchent pour la manœuvre Smith, soit ils ont déjà de l'investissement ou c'est eux qui m'expliquent que oui, ils ont la tolérance puis qui ont déjà l'expérience d'avoir vu un portefeuille de placement soit REER, CELI justement, qui ont déjà fluctué avec le marché. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir aller de l'avant. Puis... puis oui, puis tout ton côté, Pascal, donc quelqu'un qui t'approche, rendez-vous initial, ça va ressembler à quoi est-ce que c'est des FNB, des fonds communs, des fonds distincts? C'est dans quoi qu'on va investir? Exact. Pas les fonds distincts, ça serait pas mon approche. C'est certain que là, en ce moment, initialement, quand j'ai commencé dans le domaine, c'était les fonds mutuels. C'était juste ça qu'on avait comme option. Puis, il y a quelques années, ça fait déjà plusieurs années, là, mais les FNB sont rendus pratiquement ma seule recommandation. J'ai encore un petit peu de fonds mutuels que j'utilise pour mes clients qui sont gérés activement par un gestionnaire qui ont fait des super bons rendements dans le passé. Ça ne veut pas dire que ça va être garanti pour le futur, mais généralement, c'est des FNB dû aux frais de gestion réduits. Je suis 100% d'accord que si tu as un frais réduit, normalement, tu devrais faire mieux que les fonds activement gérés. Est-ce qu'ils ont leur place dans le portefeuille? Je pense qu'il reste toujours des options qui peuvent être intéressantes. Mais je regarde avec le client, voir qu'est-ce qu'il veut exactement. Je travaille avec la firme, nous, c'est Peak. Peak, c'est une compagnie qui est située à Montréal. Puis, on est 100% indépendant. On n'a pas de produits maison. Fait qu'on regarde vraiment tous les produits. On utilise Morningstar pour faire l'étude des portefeuilles. On regarde avec le client qu'est-ce qu'il regarde comme investissement, s'il y a vraiment quelque chose de spécifique qu'il veut. Puis, on a une gamme de produits. Là, fait qu'on regarde avec le client c'est quoi Vous avez son accès profil. à Fidelity, vous avez accès à Vanguard aussi. Vous pouvez regarder de ce côté-là là, pour des fonds qui ont des frais quand même raisonnables. Là. Exact. Ils sont pas trop. Vanguard, je ne suis pas 100% certain, je ne l'ai jamais recommandé, mais je pourrais toujours m'informer. Mais d'après moi, oui, la plupart des fournisseurs, on est assez accessible. C'est certain que, exemple, le portefeuille Desjardins, Diapason, peu importe, il y a certains portefeuilles des banques qu'on n'a pas accès, que c'est vraiment juste en succursale. Mais je te dirais, généralement, on a accès
tellement une grande gamme de produits. Là. Il y a 200 quelques mille produits disponibles sur Morningstar, puis je les connais pas tous, là, mais je sais qu'on a beaucoup de choix à ce niveau-là. OK. Donc, merci Pascal, c'est parfait. Donc, moi, je suis content parce que justement, les clients qui m'approchent pour faire la manœuvre Smith, s'ils ne sont pas certains à 100% du volet placement, s'ils n'ont pas déjà leur conseiller financier, bien, ils vont pouvoir aller travailler avec toi, puis ils vont être bien encadrés justement pour avoir portefeuille dans un compte non enregistré, il n'y aura pas de contamination. On va acheter les bons produits aussi, puis on va acheter des produits qui n'ont pas des frais trop élevés, puis on va avoir le conseil en plus là, par rapport à la tolérance de risque, au profil d'investisseur. Donc, on va être bien accompagné pour mettre une stratégie long terme en place qui va faire en sorte qu'on va avoir un gain au bout de 20 ans. On va avoir un gain en valeur nette versus si notre stratégie en ce moment, c'est simplement de rembourser notre hypothèque de 300 000 sur 20 ans, arriver à zéro, bien, faire manœuvre Smith, normalement, ça devrait faire en sorte que, au lieu oui, on va arriver avec notre hypothèque à zéro, mais en plus, on va avoir un petit extra de valeur nette dans notre portefeuille non enregistré qui va nous rester, qu'on pourra soit rembourser la dette après ça ou continuer. Il va y avoir différentes possibilités. Il y a de la flexibilité. Moi, ce que j'aime beaucoup, Manœuvre Smith, c'est qu'on investit dans un compte non enregistré, ça reste flexible. En tout temps, pendant les 20 ans, s'il arrive quelque chose, puis que on doit rembourser justement la dette avec notre portefeuille d'investissement, bien, on peut le faire. C'est pas comme lorsqu'on emprunte, par exemple, pour investir dans son REER, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. S'il arrive quoi que ce soit, qu'on ne veut plus avoir de dette, puis que tout est pris dans notre REER, bien, à ce moment-là, on ne peut pas sortir du REER là, sans qu'il y ait de gros incidences fiscales. Donc, la flexibilité d'investir dans un compte non enregistré pour l'indépendance financière, c'est non négligeable, c'est une belle solution. Absolument. Je peux juste rajouter, là, prenez un rendez-vous avec Frédéric, puis assisez-vous avec. Il va vous montrer les graphiques, votre situation personnelle, puis vous allez voir si c'est votre... C'est la calculatrice, oui, c'est la calculatrice Manœuvre Smith qu'on regarde ensemble. Absolument. OK. Hey, c'est super le fun, Pascal. Je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis, si tu veux, on remet ça bientôt. Puis, je te souhaite un bon temps des fêtes. Bonne continuité. Merci, Frédéric. Un gros merci de l'invitation. Puis toi aussi, joyeuse fête. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!